Merci Paul. Alors un mot sur la COP28 qui doit normalement se terminer aujourd'hui. Je vais commencer par deux réactions gouvernementales. Celle de Bruno Le Maire qui affirme qu'il continue de faire confiance à Sultan Al-Jaber pour aboutir à un accord, on va dire, acceptable. Donc après, Bruno demande au grand patron, c'est Bruno fait confiance aux pétroliers pour sortir du pétrole. Et puis, on a la réaction de Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, qui fait part de sa déception. Mais l'accord en l'état, s'il devait ne pas changer aujourd'hui, il n'est pas seulement décevant, il est alarmant et il est révoltant. D'abord, parce qu'on va rappeler qu'on y arrive en fait au plus 1,5 degré d'augmentation de la température sur la planète par rapport à la période pré-industrielle. En fait, on est en train de battre tous les records et les prévisions les plus pessimistes du GIEC sont battues chaque année. Les émissions de gaz à effet de serre ont encore augmenté de plus d'1% l'année dernière. Qu'y a-t-il dans cette déclaration finale en cours de négociation? D'abord, il n'y a pas la sortie des énergies fossiles. Deuxièmement, il est question de vagues réductions de ces énergies fossiles, mais qui sont facultatives. Troisièmement, et la France, malheureusement, a joué dans ce sens, on mise énormément sur les solutions de captage et de stockage de ces énergies fossiles, des solutions, des paris en fait technoscientistes qui pour l'instant sont très peu aboutis et qui sont très onéreuses et qui sont en fait des prétextes pour ouvrir des nouveaux puits de pétrole et des nouvelles mines de charbon, puisque c'est à cette condition qu'elles vont pouvoir s'ouvrir. Et puis il y a à peu près rien sur les investissements financiers pour la transition et en particulier en faveur des énergies renouvelables. La France, quel rôle a-t-elle joué? On l'a dit sur les solutions de captage et de stockage, mais Emmanuel Macron, quand il s'est rendu à Dubaï, il avait emmené dans sa valise plusieurs PDG. Le PDG de Total Energy, le PDG d'Engie qui vient de re-signer des contrats de 15 ans sur le gaz fossile évidemment. Le PDG d'EDF qui, à l'international, en fait, investit dans des centrales à charbon et dans des centrales au gaz. Le PDG de JP Morgan Chase France qui est la banque, un des principaux financiers à l'échelle mondiale des énergies renouvelables. Et puis on va rappeler que quand même, en juillet 2022, a été décidé par ce gouvernement la réouverture d'une centrale à charbon, la construction d'un terminal méthanier au large du Havre pour importer du GNL américain issu des huiles de schiste, et tout récemment, de nouvelles autorisations pour ouvrir des puits de pétrole en France, en Gironde. Et puis, vous vous souvenez qu'en 2017, Emmanuel Macron avait fait cette grande déclaration « Make our planet great again » et cette fois-ci, on est plutôt sur « Make our planet trash and crash », c'est-à-dire trash pour les poubelles et des déchets nucléaires pour des milliers d'années, et crash parce que ça pourrait bien nous exploser à la figure, puisqu'il a conclu un accord avec 22 pays pour multiplier par 3 les capacités nucléaires à l'échelle mondiale. Donc il faut quand même se dire que c'est impossible. Ça voudrait dire construire 70 réacteurs nucléaires par an dans les années qui viennent, quand la moyenne sur les dernières années est de plus ou moins 5 réacteurs par an. On connaît les difficultés de l'EPR à Flamanville, mais dans les autres pays du monde, à chaque fois, ça a été des retards et des surcoûts. Et l'EPR2 sur lequel on parie à l'heure actuelle, il n'est pas prêt. Le design n'est pas prêt. Framatome n'est pas prêt à construire les pièces maîtresses. Ça veut dire que ces EPR, s'ils voyaient le jour, n'auraient en vérité à peu près aucun impact sur les émissions de gaz à effet de serre de la France d'ici 2050. On parie également, vous savez, sur les SMR, les fameux petits réacteurs modulaires. Dans le meilleur des cas, on aurait peut-être un prototype en cours d'activité pour 2030. Et là, on a appris, je ne sais plus si c'est ce matin ou hier, mais Emmanuel Macron parie sur la fusion nucléaire, le projet ITER à Cadarache. Et pour l'instant, quelque chose qui ne fonctionne pas. On aurait peut-être un démonstrateur pour la fin du siècle. On n'est pas du tout dans les délais, évidemment, pour lutter contre le réchauffement climatique. Évidemment, le nucléaire n'est pas résilient au réchauffement. On a déjà beaucoup expliqué ce qui se passait sur l'eau. Et donc, on va se retrouver avec des milliards d'euros investis dans des actifs échoués, dans des choses qui vont pas permettre de lutter contre le réchauffement et qui sont détournés des énergies renouvelables. Une des rares bonnes nouvelles, c'est quand même un accord, cette fois-ci, de 120 pays, et non pas 22 pays sur le nucléaire, pour multiplier par 3 les capacités d'énergie renouvelable. Ça représenterait 11 000 gigawatts à terme, tandis que la multiplication par 3 des capacités nucléaires, ce serait 10 fois moins. Donc on voit que les choix sont très mal faits.
Mais j'insiste sur un dernier aspect, c'est que ce qui est important, c'est pas juste d'ajouter de l'énergie renouvelable aux énergies fossiles comme ça se fait en vérité à l'heure actuelle, mais bien de remplacer les énergies fossiles. Ça veut dire qu'il va falloir planifier la sobriété à l'échelle française et à l'échelle mondiale et investir dans l'efficacité énergétique. On espère, puisque c'est normalement le dernier jour de négociation, que le texte peut encore évoluer dans le bon sens. On n'est pas très optimiste et on n'est pas très optimiste sur la voie de la France dans ces négociations.